Bonjour à tous, bienvenue dans cette 5e édition des webinaires d'OPO. Depuis le début de la crise du Covid, nous faisons des webinaires à thème pour répondre le mieux possible à vos préoccupations. Nous avons déjà fait des webinaires sur les approvisionnements, sur le footprint, les coûts, la revue agile de l'offre. Et bientôt, nous aurons des webinaires aussi sur la planification agile, sur le digital, les RH, le green. Et la question qui se pose, c'est comment, dans la période, en fait, synchroniser tous ces sujets qui sont tous importants dans une période où il faut à la fois être capable de relancer la machine commerciale, éventuellement pivoter sur des nouveaux modèles et en même temps se réorganiser pour avoir un outil industriel qui réponde bien à la nouvelle demande et au nouveau contexte. Donc, l'objet de ce webinaire aujourd'hui va être d'essayer de proposer un canevas qui permet de répondre à ce rebond, comment est-ce qu'on va adapter le système pour piloter le rebond industriel. Pour ça, on aura 6 étapes. On commencera par revenir un peu sur l'enquête qu'on a fait au PO auprès de vous, les industriels. Puis, nous détaillerons l'approche qui est en 3 phases, redémarrer, reparamétrer, réengager. Et enfin, nous reviendrons sur les facteurs clés de succès pour réussir avec des phases de Q&A qui permettront d'interagir avec vous pour intégrer vos questions. J'en profite pour dire que vous avez un chat à droite de l'écran et puis des questions sur lesquelles vous pouvez nous poser des questions tout au long du webinaire. Nous y répondrons en 2 phases. En fait, à la fin des 25 premières minutes, nous répondrons aux premières questions et puis à la fin du webinaire, nous répondrons aux questions qui seront posées dans la deuxième partie. Pour animer ce webinaire, comme vous pouvez le voir, nous sommes 5 personnes. Donc, je suis Michael Valentin, je suis un des associés d'OPO. Je suis accompagné de David Macheneau et de Frédéric Sandeil, qui sont mes 2 associés. Et puis, on a aussi Benoît Bataille et puis Fabrice Carrère du cabinet Aneto, cabinet de conseil en stratégie, qui interviendra sur une partie du webinaire. Et enfin, Antoine Toupin, qui prendra les questions et qui répondra, qui est aussi associé d'OPO. Donc, si vous voulez bien, on va commencer. Comme je le disais, donc ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires. La semaine prochaine, nous aurons un webinaire sur le digital, donc le 27 à 10 h. Donc, ça va se passer en 2 temps. Un premier temps, 25 minutes de présentation, une phase d'interaction sur les questions-réponses de 10 minutes, et puis à nouveau 15 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses. Alors, pour revenir sur le contexte, donc comme je le disais, nous avons fait une enquête auprès d'une 60aine d'industriels qui a montré plusieurs choses. La première, c'est que parmi les scénarios envisageables, qui sont les scénarios proposés par l'OMC, c'est-à-dire en U, en V, en L ou en W, les scénarios de reprise, ce qui se dessine, c'est plutôt un scénario en U ou en L, c'est-à-dire un scénario supérieur à 6 mois, voire 9 mois. Sur le graphe que vous avez en face de vous, vous voyez que 72% des dirigeants interrogés estiment que le retour à la normale ne viendra pas avant 9 mois, voire pour certains dans 1 an ou même peut-être 2 ans en fonction des secteurs. Voilà, donc c'est une crise qui va être a priori quand même assez longue. Sur les autres questions, on a quand même 58% des personnes qui nous ont dit aussi qu'il y avait un risque probable sur l'emploi dans leur entreprise, 60% qui nous disent que les investissements vont diminuer pour eux cette année, et une estimation d'une baisse de 3/4 à peu près des investissements pour 2021 par rapport au début 2020. Donc, une crise assez majeure et qui va donc durer un peu dans le temps. Quand on vous interroge sur les préoccupations principales que vous avez, la première qui ressort, c'est évidemment les finances, le besoin en fonds de roulement, la trésorerie. Comment passer cette crise tout simplement pour en sortir en bonne santé. Et ensuite, vous avez toutes les préoccupations que j'ai commencé à lister tout à l'heure. Donc, l'offre, bien sûr, se renouveler au niveau de l'offre. Revoir son système de planification pour être capable, dans la période de demande très volatile, d'ajuster quand même sa charge en continu. La gestion des hommes et puis les nouveaux modes de leadership et la stratégie industrielle et les footprints. Donc, tous ces sujets-là sont tous importants. Et ce qu'on va voir dans la suite, c'est on va vous proposer une approche qui permet de les prendre un par un et puis d'avoir une approche structurée pour relancer la machine. Donc, je passe la main à David qui va vous prendre la suite de la démarche pour ces 3 étapes que j'évoquais tout à l'heure, redémarrer, reparamétrer et réengager. Bonjour à tous, donc on a bien 3 phases et là on va parcourir ce chemin du rebond. Une première idée clé, c'est de se dire que chaque phase est en fait un socle pour les suivantes, et en particulier le redémarrage, parce qu'il va mettre en place un pilotage très agile de la performance, va permettre le bon déroulement des étapes suivantes. On va rentrer dans le vif du sujet avec cette première phase de redémarrage qui se fait en fait en 6 étapes. On va d'abord relancer la machine en remobilisant les équipes, leur redonner le sens de la reprise du travail. Ça suppose bien entendu le point 2 qui est d'avoir adapté cette organisation aux contraintes du Covid-19.
et on va relancer la machine en relançant les flux avec une proximité extrêmement forte avec des clients pour lesquels la demande devient très très volatile et une supply qui elle aussi subit l'impact du Covid. Et quand on relance cette machine, on couple ça avec un pilotage de crise qui se met en place. Alors avec évidemment le nez sur la trésorerie, c'est le sujet du moment, mais ce pilotage à boucle courte va s'étendre à toute l'organisation et il faut absolument exploiter le digital, notamment avec les contraintes de distanciation pour que ce pilotage en mode agile soit efficace. On va commencer par ce qu'on appelle remobiliser. Le message, c'est de dire on accueille la personne, pas l'employé. Les industriels qu'on voit autour de nous et qui ont réussi ce redémarrage ont en général réussi à être dans la proximité avec chaque personne de l'organisation et ont su donner le sens du retour au travail, d'une part, rentrer en écoute active pour pouvoir donner les garanties sur la santé, sur la sécurité en lien avec les inquiétudes et puis prendre en compte les situations personnelles, notamment les charges familiales dans ces situations-là. Et le message, ça va être de dire il faut communiquer. J'ai deux exemples en tête. On a une PME dans la mécanique aéronautique qui très rapidement, enfin au jour 1 du confinement, a vu son dirigeant appeler chacun des 40 collaborateurs pour comprendre les préoccupations, la capacité à retravailler. Et c'est un dirigeant qui a eu 85-90% de présentéisme une semaine après, une fois que les conditions de travail, évidemment, étaient travaillées. Ça, c'est pour la PME. Et dans le groupe, on va rechercher aussi cette communication de proximité avec un effort de structuration. Donc, autre exemple, dans l'Est, avec ce groupe qui fabrique des engins de chantier, où le top management a mis l'essentiel des efforts sur le début de la crise sur comment je me remets au travail et surtout comment je structure cette communication via des newsletters, via le relais du middle management ou des RH. Et tout ça, on le fait pour garantir en fait un cadre extrêmement clair, mais flexible. Et on travaille évidemment avec le service RH d'un côté, les IRP de l'autre pour pouvoir apporter ce cadre. Ce cadre, ça veut dire être capable de traduire des situations personnelles en principe pour l'entreprise, être ultra créatif sur les rythmes tout en étant équitable, ce qu'on verra tout à l'heure, et puis faire des choix sur le télétravail face au travail sur site, choix entre chômage partiel et travail. L'idée, ça va être toujours pareil, d'être très transparent, explicite sur les différences de traitement pour maintenir cette cohésion, cette mobilisation qui va être le ciment de l'entreprise tout au long du passage de ce temps de crise. Et donc, on va avoir les RH et les managers qui vont devoir être extrêmement vigilants parce que ces nouveaux modes de collaboration, comme le télétravail, vont avoir des impacts psychologiques sur la motivation notamment. Remobiliser, on a démarré par ça parce que c'est l'engagement des équipes qui fera la solidité quand même de l'entreprise par la suite. Et ensuite, on va passer évidemment à des sujets plus techniques. Adapter l'organisation notamment. Alors, avec le Covid-19, tous les industriels se sont creusés la tête sur ces éléments qu'on présente là, comment je mets à disposition le matériel qui sécurise, donc gel hydroalcoolique, masque, plaques de plexi pour séparer les postes, etc. Comment j'organise la distanciation physique, comment je mets en place les gestes barrières. Donc, ça suppose travailler les espaces de travail, comme on le voit à droite sur les photos. Ça suppose adapter aussi la présence pour éviter les regroupements et puis des règles sur gestes barrières et sur ces regroupements, réunions d'équipe, pause, tout ce qui fait des risques pour la transmission du Covid-19. Le troisième point, ça reste quand même qu'on doit prévoir un plan de surveillance santé puisque la surveillance des symptômes est un sujet qui doit être préparé par l'entreprise avec des moyens de surveillance et puis des modes de réaction qui sont préparés en cas d'exposition et une discussion qui va s'inviter dans des points qui étaient jusqu'à maintenant réservés à la performance, à la sécurité évidemment, mais là ça va être un sujet santé qui s'invite. Donc on adapte l'organisation, donc l'espace de travail et on associe ça
à une évolution des rythmes et puis des choix sur le télétravail. Donc là, dans la période, les industriels avec qui on discute ont été vraiment hyper créatifs et c'était ça l'idée, hein, c'était de réinventer ce modèle une fois qu'on a maîtrisé le chômage partiel quand c'était nécessaire. On se consacre à cette réinvention des rythmes. L'idée, le principe qu'il y a derrière, c'est vraiment de lisser la présence pour éviter au maximum que les personnes se croisent dans de mauvaises conditions et de se lancer dans le travail de distance. Donc évidemment, beaucoup de créativité, des nouvelles règles qui arrivent, et puis des principes, des implications qui sont nouvelles. Le principe du volontariat qui est arrivé, le fait toujours pareil, d'avoir ce lien très resserré avec la personne pour prendre en compte les contraintes personnelles. Et dans tous ces nouveaux modes de collaboration, ça amène évidemment un dialogue social qui va évoluer. Je vais passer la parole à Benoît pour passer sur la relance des flux. Bonjour à tous. Effectivement, après l'organisation, l'adaptation de l'organisation, il faut logiquement relancer les flux. Le principal défi dans cette situation post-crise, c'est qu'en fait, beaucoup de paramètres de gestion des flux ont changé, ont évolué. Si on prend quelques exemples, le carnet de commandes est parfois plus à jour. Les systèmes et les paramètres des systèmes type ERP ne sont plus à jour. L'information est difficile d'accès. Parfois, il faut directement contacter les commerciaux pour avoir la bonne information sur les commandes. On a aussi parfois un mix produit qui a évolué et qui va être encore amené à évoluer, ou une adéquation charge-capacité complexe du fait de l'incertitude sur la capacité et du retour des équipes, par exemple. Dans ce contexte, il y a 3 axes de travail qui se dégagent. 2 axes stratégiques pour 1, fiabiliser la demande et 2, sécuriser les approvisionnements. Et puis un axe plus tactique qui est à mi-chemin entre la demande et les approvisionnements, qui vise à redémarrer à proprement parler les flux internes et le système productif. Alors pour aller un peu plus dans le détail, sur le premier axe qui vise à fiabiliser la demande, on a des actions très court terme, très tactiques, comme par exemple remettre à jour les stocks de produits finis, gérer au quotidien le suivi des commandes avec les clients, avec parfois le besoin de nettoyer le carnet de commandes. Et puis, on a des actions un peu plus long terme qui visent notamment à fiabiliser les prévisions, notamment en vue d'établir des scénarios d'organisation en fonction des prévisions de la demande et puis des tendances du marché. C'est jamais simple de prévoir la demande avec cette incertitude, mais ça va être nécessaire de faire cette étude pour pouvoir justement travailler sur les scénarios qui permettront de se réorganiser. Deuxième axe de travail, sur le redémarrage des flux à proprement parler, des flux internes. Le retour que nous avons eu des industriels sur ce redémarrage, c'est qu'il se fait de façon très progressive. On a une relance qui se fait un peu en mode POC, ou avec des îlots de production avec des équipes réduites. Un peu comme quand on lance un produit, on y va progressivement. On a une phase de ramp-up pour débugger les problèmes avant de stabiliser la situation et de monter en cadence. C'est un peu la même approche actuellement qui est suivie, de façon à limiter les risques lors de la relance et du redémarrage. À moyen terme, il y aura également des problématiques d'adaptation du layout en fonction de l'évolution du mix produit, ou de redimensionnement des tailles d'équipe ou des rythmes de travail. Et puis, dernier axe de travail, sécuriser les approvisionnements. C'est une gageure de dire que c'est un petit sujet, on l'a vu pendant la crise, ça a été vraiment le point noir de cette crise. Donc là, à nouveau, des actions très, très tactiques, comme la chasse aux manquants au quotidien, parfois même en renforçant les équipes, pour éviter des ruptures et d'arrêter le système de production. Également, un travail en mode collaboratif avec les fournisseurs. Dans cette crise, il y a eu beaucoup d'incertitudes et parfois la confiance est un peu érodée. Donc, rentrer dans ce mode collaboratif avec beaucoup de transparence, ça permettra aux fournisseurs d'avoir les bonnes infos et de revenir le plus rapidement possible dans une situation normale. À moyen terme, il y a aussi des questions stratégiques. Alors, il ne s'agit pas nécessairement de revoir toute la base fournisseur, ça serait beaucoup trop lourd. L'idée, c'est de prioriser les efforts. Et l'approche qu'on recommande sur ce thème, c'est de segmenter la base fournisseur, par exemple en fonction de la criticité des produits, mais aussi de la performance des fournisseurs, de façon à prioriser les efforts. Ensuite, il y a des actions stratégiques assez classiques, revoir la stratégie make or buy ou mettre en place du double sourcing,
faire monter de nouveaux fournisseurs, par exemple, pour avoir un backup supplémentaire, ou dans le cas où certains fournisseurs mettraient trop de temps à revenir à la normale. Donc voilà pour les messages qu'on souhaitait partager avec vous sur la relance des flux. Et pour terminer sur cette partie sur le redémarrage, on voulait partager notre point de vue sur la robotisation. Est-ce qu'Antoine, tu peux passer à la page suivante? Donc sur la robotisation, on souhaitait partager avec vous cette approche qui permet des ajustements rapides, notamment grâce à la robotisation low cost. On parle des LCA, Low Cost Automation, qui est une approche à faible coût qui permet des ajustements rapides et à fort impact. Si on prend un petit peu de recul et quand on regarde la productivité du système de production, ce qui a changé pendant cette crise, et qui va changer, c'est que la productivité au poste a été impactée par des modes dégradés. On a parfois des volumes plus faibles, on a beaucoup de changements de séries de produits. On a aussi des nouvelles contraintes de distanciation qui impactent l'espace utile en production. Et puis, on a une forte incertitude qui fait qu'il va falloir beaucoup plus de flexibilité de la part de l'appareil productif. Donc, par rapport à ça, la robotisation en mode low cost est une bonne approche qui est rapide, qui est très agile et qui peut répondre au moins partiellement à ces nouvelles problématiques. Très concrètement, on parle de solutions simples. Typiquement, on parle d'outils de type bras robotisé. Le budget est faible. Pour un bras robotisé, il faut compter 5 à 10 000 euros. C'est vraiment un budget très raisonnable qui permet d'être libéré rapidement. Ça a l'avantage aussi, du fait du faible budget, de permettre une approche test-and-learn. Si la solution qu'on a choisie n'est pas bonne, vu le budget, on peut facilement basculer, pivoter sur une autre solution qui sera plus adaptée et comme ça faire des itérations. Et puis, ça permet une mise en place qui est rapide et agile. Ce sont des solutions qui sont clés en main, une interface utilisateur en général très simple, qui ne nécessite pas des compétences tech très poussées. On l'a vu, c'est un faible coût, donc on peut y aller en mode très itératif rapidement. Ça permet de découpler les opérations, les activités homme-machine, ce qui permet de réduire les interactions entre opérateurs et de faciliter la distanciation. Et puis enfin, au-delà des gains de productivité, en priorisant les efforts sur les activités à risque, notamment sanitaire et ergonomie, ça permet aussi d'avoir des améliorations pour les équipes, puisque ça va réduire les inquiétudes liées aux risques sanitaires et à l'ergonomie, en adressant justement ces problématiques de distanciation. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous sur la robotisation et puis la relance des flux. Je passe maintenant la parole à Michael je repasse la parole à David, qui va vous parler du pilotage en temps de crise. Donc là, on a redémarré, on a relancé la machine, on s'est organisé pour reprendre le travail. Le but, c'est de parler de pilotage. On voit sur cette page le pilotage classique à gauche entre les différentes fonctions, donc les opérationnels, les fonctions support, et puis remonter jusqu'à la direction. Ce dialogue-là, classiquement, il est en diagonale en fonction de la fréquence. On a l'espace-temps des opératrices-opérateurs qui est sur la journée, et puis on remonte vers l'espace-temps de la direction qui est au mois. L'impact de la crise, sur le pilotage, ça va être de dire, on va resserrer ce pilotage, c'est-à-dire ce qu'on faisait au mois, on va le faire à la semaine. Aujourd'hui, les comités de direction se réunissent toutes les semaines pour être en boucle très serrée, très courte sur la prise de décision. Et par capillarité, en fait, ce qui était à la semaine va passer à la journée, et on peut avoir même des choses qui passent en suivi horaire. Ça, c'est le premier impact. Donc, on resserre les fréquences. Le deuxième impact, c'est de dire tout le monde était en présentiel avant. Aujourd'hui, avec la mise en place du télétravail, de la distanciation, on doit reconfigurer ces rituels pour qu'ils fonctionnent avec ces contraintes-là. Et on va le voir après, le digital, du coup, est la bonne porte de sortie. Donc, ces deux phénomènes, donc je resserre, je reconfigure mes rituels, ça va être un moyen de piloter en temps de crise, mais il ne faut pas se leurrer, c'est quelque chose qui va durer un moment, et c'est de l'agilité. Et on a vu aussi que ça pouvait être une opportunité, avec un dirigeant notamment qui nous disait c'est certes plus resserré, mais avec le digital, je suis capable d'aller passer une tête sur plus de rituels, et donc on va aller vers un soutien de la direction qui va être aussi plus fort, plus proche des gens, comme on dit depuis le début, parce que cette proximité avec les équipes et leur engagement est clé pour la réussite.
On dit donc que le digital aide, il faut expliquer ça. Le digital, on le voit sur 2 axes. En fait, le premier axe horizontal, c'est de dire je peux exploiter à fond les nouveaux outils digitaux pour reconnecter mes équipes, reconnecter les métiers, la prod avec les méthodes, avec le BE, avec la supply. Et pour ça, on va utiliser des solutions qui sont des solutions SaaS, donc extrêmement agiles. On prend un abonnement et dans les 2-3 jours, on peut démarrer la mise en place. Et les impacts, du coup, sont extrêmement rapides. C'est très, très utile sur des sujets clés pendant la crise. Alors, on a mis des exemples à droite, mais je prends le pilotage de perf dans un atelier, c'était devant un tableau blanc bien structuré. Maintenant, on a la fonction support qui est à distance potentiellement, on a de la distanciation. Une solution comme Fabric qui va digitaliser le tableau de performance permet en fait de maintenir ces rituels et de garder leur puissance par le digital. Et en fait, les exemples qu'on a pris ne sont pas anodins, mais pouvoir faire les revues de performance, pouvoir, dans les modes dégradés, connaître en temps réel quelles compétences j'ai sur le site pour régler telle machine. Donc ça, c'est la GPEC avec des solutions comme Mercatim. Comment ma charge Kappa peut devenir extrêmement agile avec des solutions comme Hoplite. Ce sont des moyens aujourd'hui qu'on a de retrouver de l'agilité avec, on va le voir après, une mise en place extrêmement rapide. Donc, on connecte les différents métiers, on connecte le terrain, on gère la distanciation et c'est aussi valable sur l'axe vertical qui est de remonter par les fonctions support vers la direction et jusqu'au client. Alors, d'abord parce qu'on a besoin d'informations en temps réel. Donc là, de la même manière, on a des solutions très agiles de BI comme Tableau Online, comme Power BI qui permettent en fait rapidement de recréer des tableaux de bord en prise directe avec les données. Et ce sont des tableaux de bord qu'on va avoir sur site, hors site, sur son smartphone, sur ordinateur et qui permettent du coup d'avoir les moyens de prendre des bonnes décisions parce que l'information circule bien sur cet axe vertical. Et évidemment, on peut aller jusqu'à de la solution SaaS. Si on prend l'exemple de la proximité client, on disait la connaissance de la demande réelle est clé. C'est souvent les commerciaux qui l'ont. Si on les outille très rapidement avec des solutions de CRM qui permettent de donner à toute l'organisation les derniers éléments clients, on peut gagner en agilité. Donc, le message, c'est de dire cette exploitation des outils digitaux, elle est clé pour avoir de l'impact dans le pilotage et elle sert ce dont on parlait avant, qui est d'avoir un pilotage resserré et des modes de collaboration beaucoup plus horizontaux avec ce temps de crise et sans doute pour au-delà de la crise. La bonne nouvelle, c'est que, comme je le disais, ce sont des solutions extrêmement agiles. Et donc, on parle de solutions SaaS, notamment, qui sont des solutions qu'on débloque par un abonnement, donc on peut mettre en place rapidement. Et c'est ça la nouveauté qui va servir les entreprises dans cette période de crise. On était auparavant sur des projets informatiques avec cycle en V, donc relativement long, sur base de cahier des charges et un déploiement assez long. Aujourd'hui, on peut, sur des besoins tels qu'on le définissait tout à l'heure de crise, on peut en 2-3 semaines mettre en place ces solutions-là, les tester, voir leur impact tout de suite, avec d'une part une robustesse parce que ce sont des solutions qui traitent un besoin très précis, donc qui sont designées pour marcher sur des besoins précis. En général, la transmission se fait bien parce que ce sont des solutions issues de la tech, donc l'UX, l'expérience utilisateur était au cœur du développement. Et puis, il y a la liberté. Je prends un abonnement, je teste et je suis libre d'arrêter quand je veux avec, évidemment, toute la sécurité de ces solutions. Donc, l'idée, ça va être de se dire, ce pilotage à boucle courte va être décuplé par le digital et le digital, en plus, se met en place extrêmement rapidement. Oui, David, on va peut-être marquer une pause à ce stade, puisqu'on a quelques questions qui ont été posées. Alors, je vous en ai sélectionné 2. Il y a une question sur les ERP, justement. Alors, elle a été posée avant que tu explicites un peu les modes de digitalisation express qu'on a l'occasion de mettre en place. Je la lis. Les ERP n'étant plus à jour après crise, n'y a-t-il pas un risque que certains industriels passent outre pour cause d'urgence et fassent un pas en arrière en termes de digitalisation à moyen et long terme?
Alors là, on vient de l'évoquer. En fait, c'est une formidable opportunité. Simplement, il faut juste connaître en fait l'évolution du digital. Aujourd'hui, le RP, c'est un peu la colonne vertébrale sur certains process pour structurer la donnée métier, notamment la donnée financière. Nous, le message, c'est de dire au contraire, il faut se libérer sur le digital parce que à partir du moment où les dirigeants vont comprendre que adossé, connecté à cet ERP, vous pouvez mettre des solutions extrêmement agiles et qui se mettent en place simplement par abonnement en quelques jours et qu'il faut entre 2 et 4 semaines pour que l'appropriation soit complète. On va au contraire avoir des entreprises qui vont prendre ce virage, mais c'est simplement la connaissance de ce mode-là qu'il faut éprouver et qu'il faut découvrir. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que ce type de démarche accélérée passe par un nettoyage des données, donc un réinvestissement dans les données qui ont pu être un petit peu laissées à l'abandon pendant le début de la crise. Ça ne délégitime pas ce qu'il peut y avoir dans un ERP. Non. Il y a d'autres questions. Je vous sélectionne la deuxième. Elle a trait à la robotique. Il y a Monsieur Gidon qui a posé une question sur le LCE évoqué par Benoît. À quoi pensez-vous lorsque vous parlez de bras robotiques abordables, 5 kg €? Benoît a commencé à répondre. Je lui propose de commenter sa réponse. Oui, tout à fait. Donc, il y a des solutions robotiques qui existent ou des portiques, tout simplement. Ça ne permet pas nécessairement de faire 100% des tâches et des activités sur une ligne de production. En revanche, sur certaines activités, ça peut être facilement mis en place. Et il y a des fournisseurs qui fournissent des solutions dans ces budgets. Donc là, il ne s'agit pas de robotiser à 100% une ligne, hein, mais sur des activités très focalisées en priorisant les efforts. Mais c'est de plus en plus un sujet d'actualité, étant donné les nouvelles contraintes sanitaires et étant donné l'importance pour les équipes d'améliorer des sujets comme l'ergonomie. Merci Benoît. Je voudrais aussi qu'on évoque, si vous êtes d'accord, la question RH, puisqu'il y a eu une réaction il y a 10 minutes. Existe-t-il des exemples de modèles de rotation du personnel par rapport à la taille de l'entreprise, sans revenir au modèle des 3 bits, est-ce qu'il n'y a pas des modèles alternatifs? On a commencé à répondre en expliquant qu'en effet, parce que les industriels avec qui on est en contact ont commencé à nous détailler, c'est des modèles agiles à l'intérieur de la journée de travail, avec des gens qui commencent très tôt, d'autres qui commencent plus tard, côté fonction support et management normal notamment, et puis une libération des créneaux imposés de pause côté production pour faire en sorte que les gens se croisent pas en allant se reposer. Il y a une autre question RH qui nous semble également intéressante, c'est la réaction de Monsieur Leralu, qui approuve le fait qu'on remobilise des personnes plutôt que des employés et qui pose la question, est-ce que vous pensez que cette crise aura des effets durables sur les techniques de management et de gestion RH? Alors, on a répondu oui par écrit et je vais laisser David en dire un petit peu plus. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on avait déjà un mouvement de fond avant la crise lié en fait à l'industrie qui est obligée de s'adapter à une demande qui demande du sur-mesure, qui demande de la réactivité, qui demande du service au-delà du produit. Donc, en fait, on avait déjà ce phénomène d'horizontalisation des organisations. Et ce qui est sûr, c'est qu'avec la crise, on se jette à l'eau sur ces sujets-là. Et on a parlé du pilotage qui est à boucle courte, qui est du coup avec un soutien managériel qui doit être beaucoup plus proche. Donc, ça va dans cette tendance d'horizontalisation. Moi, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que ça sera une tendance de fond, d'autant plus qu'on a vu que les personnes qui étaient sur site ont pris des initiatives. On a un cas, par exemple, d'opérateurs qui ont revu leur méthode de travail sans le service méthode parce que le service méthode n'était pas sur site. Et donc, c'est là où la relation entre l'opérateur ou l'opératrice qui travaille et les fonctions support devient de plus en plus poreuse. On le voit en plus avec ce lissage de la présence sur site. Et donc, l'idée, c'est de se dire que oui, c'est une tendance de fond qui était pressentie avant, mais maintenant, on y va à marche forcée. Donc, l'idée va être de s'organiser pour ancrer cette agilité
ancrer des rapports extrêmement rapides, des boucles de résolution de problèmes extrêmement rapides avec l'opératrice et l'opérateur qui est au cœur d'un système qui est devenu complexe ces derniers temps avec l'arrivée des nouvelles technologies. Donc pour nous, oui, c'est une tendance de fond. Et le manager qui était de moins en moins hiérarchique ces derniers temps, qui va devenir de plus en plus un soutien, un développeur de talent. C'est la métaphore du jardinier que certains ont en tête, mais là, on en a d'autant plus besoin qu'il y a en plus la distanciation qui va aller dans le sens de la responsabilisation des équipes et le fait que c'est cette responsabilisation qui est clé aujourd'hui et pas tellement un management hiérarchique qui donnerait des ordres, quoi. Je vous propose maintenant d'enchaîner sur la seconde partie de la présentation qui porte sur le reparamétrage avec un focus un peu plus fort sur les notions de stratégie ou de révision de la stratégie. Bonjour à tous. Donc en effet, on a parlé redémarrage. D'ailleurs, pour beaucoup d'industriels, c'est des choses qu'ils ont vécues ces dernières semaines. Il y a la deuxième étape qui est clé, qui est finalement de repenser les paramètres de son modèle industriel. Et dans ce cadre-là, c'est difficile d'être centré sur les opérations. Il y a forcément au centre de ces réflexions un aspect stratégique qui est à prendre en compte. On a essayé à travers cette page de montrer que le démarrage de ce repositionnement et de cette réflexion stratégique, ça doit être une prise de conscience. Une prise de conscience qui doit nous permettre de nous positionner sur cette courbe en fonction de la projection du chiffre d'affaires, des revenus qu'on va avoir et de la structure de coûts, de savoir finalement si de manière plus ou moins durable, on va être dans une position où on va avoir une perte très très forte de rentabilité liée à une baisse forte de l'activité, supérieure inférieure à moins 20%. Est-ce que finalement on va être touché comme tout le monde, mais de manière plus mesurée et avoir une perte qui est de l'ordre de 0 à 20%, ou est-ce que finalement on fait partie des secteurs qui sont assez peu touchés par la crise et où finalement cette crise va être beaucoup plus vue comme une opportunité de se développer davantage. Donc cette prise de conscience, elle est très très importante parce que non seulement elle va permettre de définir les bonnes stratégies derrière pour agir, mais le pire d'une non-prise de conscience, c'est l'immobilisme. Et on peut le voir dans certains secteurs qui sont très très habitués à avoir, j'ai envie de dire, une bonne horizon de carnet de commandes, etc. C'est pas facile. Il y a une réelle résistance au changement naturel, de se poser ces questions, de savoir où on en est et du coup de passer à l'action le plus rapidement possible. Donc ce positionnement, on y reviendra derrière, il doit être très très factuel et forcément, vu qu'il y a une incertitude, il doit aussi générer un certain nombre de scénarios et pas s'arrêter sur un positionnement sur cette courbe qui soit vraiment statique. Il peut y avoir plusieurs scénarios pour gérer l'incertitude. En fonction d'où on se trouve sur cette courbe, comme je disais tout à l'heure, on a plusieurs stratégies possibles. Quand on est très très à risque sur ses revenus, on va en priorité déclencher des réflexions autour de la diversification. Comment j'attaque des nouveaux marchés, des nouveaux secteurs, comment je vais plus loin dans la rupture en rupture sur mon business model. Quand on est dans la zone bleue au milieu, on va plutôt réfléchir à des stratégies d'adaptation où on va revoir sa stratégie commerciale, mais pas forcément de manière très, très en rupture. On va réajuster, reparamétrer son modèle industriel pour gagner de la rentabilité sur ces marchés existants. Et quand on est dans la zone du haut, là, on voit beaucoup plus en termes d'opportunités, que ça soit via des acquisitions, via de l'innovation, du développement produit. Ces différentes stratégies actionnables, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte et qui vont jouer sur la résilience de votre système actuel, notamment la maturité des équipes, la capacité à se mettre rapidement en mode projet et aller explorer ces différents axes. Mais l'élément majeur, c'est quand même le cash, à la fois le cash disponible,
mais de manière plus générale, l'accès au financement via le soutien d'investisseurs qui doit permettre derrière de se dire finalement c'est quoi mon objectif. Est-ce que mon objectif de ce repositionnement stratégique, c'est d'opérer un pivot très, très structurant de mon business model? Est-ce que c'est simplement de l'adapter ou est-ce que c'est de rechercher des opportunités? Tout ça n'étant absolument pas exclusif, mais vu qu'il va y avoir un besoin de focalisation des ressources de l'entreprise sur les objectifs, c'est quand même bien d'arriver à prioriser quels sont les objectifs de ce repositionnement en fonction des actions qu'on peut mettre en place et de la résilience dont on a parlé tout à l'heure. Donc, je vais laisser la main à Fabrice pour parler de l'étape 0, qui est finalement comment on arrive à ce positionnement sur cette courbe. Bonjour à tous. Effectivement, comme le suggérait Frédéric, un des préalables dans ce nouveau contexte, c'est vraiment de comprendre les règles du jeu. Et le premier sujet sur lequel aujourd'hui les éléments sont plus bouleversés, c'est de comprendre la demande de demain. Pour ce faire, l'approche est connue, c'est d'activer les canaux classiques pour aller chercher de l'information. Mais ce qui change dans cette crise, c'est d'être encore plus factuel. C'est un élément clé et ça va passer notamment par aller au contact de ses clients pour connaître la capacité de production des différents shop floors, je pense notamment à l'aéronautique, mais d'aller petit à petit et d'étendre toute la filière, de comprendre quelle est la réalité des commandes des compagnies aériennes et des annulations de ces commandes-là en particulier, et de tirer le trait jusqu'aux différents modèles qui sont en train de circuler sur l'évolution du trafic aérien. Ces éléments-là, ils sont à prendre en compte parce que vous allez avoir besoin de prendre ce pas de recul qui va dessiner petit à petit les grands paramètres qui vont vous permettre de bâtir cette stratégie. Car dans ce contexte de crise, ce qui est déterminant pour bâtir votre stratégie, c'est non plus de bâtir un scénario, ce qu'évoquait Frédéric tout à l'heure, mais c'est de gérer l'incertitude liée à l'ensemble de ces paramètres-là et de construire 3-4 scénarios extrêmement factuels qui vont tenir compte de ces nouvelles règles du jeu, des plans de relance des secteurs qui sont en train d'émerger à tous les niveaux et des incertitudes que vous identifiez pour, sur ces scénarios-là, être en capacité de construire votre reparamétrage. Une fois que cette cartographie des nouvelles règles du jeu est finalisée, l'enjeu pour notamment les sociétés qui sont les plus impactées par cette crise, et je pense notamment à celles dont l'activité va être réduite de -20, -30, -40%, et on en connaît aujourd'hui malheureusement, l'enjeu c'est de trouver de l'activité pour réamorcer la pompe. Pour ce faire, c'est vraiment des sujets de diversification qu'il va falloir activer. Plusieurs opportunités. On a mis quelques exemples sur la gauche de cette page. On peut penser nouveau business model. On peut penser diversification horizontale en s'appuyant sur son savoir-faire pour aller dans de nouveaux secteurs. C'est des choses qui ont existé et qui vont être plus dynamiques que jamais. On peut aussi penser à la diversification verticale pour aller s'intégrer. Dans tous les cas, ces options sont à étudier, à prioriser et à analyser. Ce qui change aujourd'hui dans l'approche classique de ces enjeux de diversification, c'est que la crise, elle est mondiale, multisectorielle et assez systémique. Donc, on voit qu'on a une nouvelle dynamique qui est en train de s'instaurer et qui va être dans la recherche de nouvelles opportunités, mais sur le collectif. C'est quelque chose sur laquelle on a une conviction assez forte et qui résonne particulièrement avec des dynamiques qui sont poussées par certains programmes régionaux. C'est de jouer sur la mutualisation et capitaliser sur les ressources de plusieurs entreprises pour former un groupe qui, en jouant sur la R&D de l'un, la capacité industrielle très pointue de l'autre, va permettre de faire émerger de nouvelles propositions de valeur et qui résonnent assez avec le modèle vendéen qu'on observe depuis quelques dizaines d'années, qui avait montré sur un tissu de PME beaucoup de résilience et finalement une attractivité dans une région, pas forcément avec les atouts d'autres secteurs.
Aujourd'hui, on voit que cette démarche, elle avance, elle peut être portée. Elle va aussi très certainement s'appuyer sur des leaders industriels qui vont spontanément ou incités par les régions, par les programmes de relance, vont être les catalyseurs de cette dynamique industrielle. Frédéric, je te laisse la main peut-être pour enclencher sur l'adaptation du modèle au-delà de ce pivot. Malheureusement, le temps court, donc je vais essayer d'accélérer. Donc, on a parlé de l'adaptation du modèle. Donc là, c'est la situation où finalement, on n'est pas forcé d'aller chercher la rupture, mais par contre, il est nécessaire de retrouver du volume d'activité et potentiellement de réduire ses coûts pour gagner en rentabilité quand on envisage une perte de l'ordre de 0 à 20%. Bon, c'est pas il n'y a pas de vérité mathématique derrière, mais disons que c'est quand on est plus dans l'adaptation que dans le pivot. On a pas mal évoqué via des webinaires précédents un certain nombre de blocs. Là, ce qui nous paraissait intéressant, c'est de voir comment on met ça en musique et finalement comment on travaille à la fois en parallèle sur certaines activités et par contre sur d'autres, d'essayer d'imposer une séquence parce que les sujets, il y a réellement un ordre dans la prise d'un certain nombre de sujets. Donc, on a essayé de parler à la fois sur la partie haut de la partie revenu, finalement, comment, sans chercher des nouveaux secteurs, on booste l'activité sur ces marchés existants, et sur la partie basse, de comment on rationalise ses coûts. Je vais commencer par la partie top line. Il y a deux sujets qui nous paraissent prioritaires. Le premier, c'est finalement de revoir sa stratégie commerciale pour la rendre plus concurrente sur ces marchés. À partir de là, d'avoir un focus très, très fort sur l'efficacité de ces équipes commerciales pour justement aller chercher ces parts de marché d'un point de vue purement opérationnel. Une fois qu'on a identifié des nouveaux marchés, des nouveaux marchés dans les secteurs connus, il y a certainement besoin d'être capable de développer des nouveaux produits pour faire face à cette demande qu'on connaît peut-être un peu moins avec des nouveaux clients qui vont avoir des demandes différentes. Et il y a un réel besoin à ce moment-là de ne pas avoir de silo entre les équipes commerciales, potentiellement le marketing, la créa, le développement et la production, et d'être capable de casser tous ces silos pour, en mode très, très agile, être capable de mettre sur le marché très rapidement ces nouvelles opportunités. Et enfin, sur la partie coût, là, on voulait vraiment faire ressortir l'importance de la séquence. Le sujet qui est le plus structurant sur cet axe-là, ça va être bien sûr de réfléchir à son empreinte industrielle. C'est des éléments très, très structurants, surtout quand on parle de rationalisation, de potentiellement fermeture de sites. Ces éléments-là, ils doivent arriver avant une initiative de réduction de coûts qui, elle, a besoin déjà, pour être efficiente et avoir une bonne génération d'idées, d'avoir une référence de coûts qui est stable. Et pour ça, c'est difficile de le faire en parallèle, étant donné que l'empreinte industrielle peut revoir complètement la distribution des coûts et peut avoir d'ailleurs un impact sur les coûts qui est beaucoup plus fort qu'une approche par génération d'idées, parce que quand on adapte la voilure, qu'on est obligé de fermer des sites, c'est des choses qui doivent être au démarrage de ces réflexions d'adaptation du modèle. Et enfin, soit driver, j'ai envie de dire, par le footprint, soit driver par l'initiative de réduction de coûts, ou tout simplement vu comme une opportunité, il faut lancer les réflexions autour de la refonte de son organisation du travail. Sur la partie stratégie commerciale et efficacité opérationnelle des équipes commerciales, on a essayé de positionner ici un certain nombre d'analyses, mais ce n'est pas que des analyses. Derrière ces analyses, il y a forcément des typologies de leviers d'action autour de deux thèmes. Le premier sur la stratégie, le deuxième sur l'efficacité opérationnelle. Et je vais pas rentrer dans le détail de tous ces sujets. Vous pourrez les revoir sur la présentation en replay. Cela dit, ce qui est très important, c'est que ces éléments-là, ils doivent être à la fois très, très orientés clients, c'est-à-dire on a besoin plus que jamais
de passer du temps avec ses clients. Vous avez un exemple sur l'efficacité opérationnelle, d'être capable de mesurer le temps que les commerciaux passent avec le client et finalement quelle serait une bonne cible, parce que c'est le meilleur moyen de comprendre son marché. Et l'autre élément, c'est que finalement, on peut faire tout cet exercice-là une fois et définir des actions. On ne va pas pour autant être agile. Donc, il y a un véritable enjeu à être capable de créer autour de l'ensemble de ces briques un pilotage en boucle très, très courte qui soit data-centrique et qui permette, ce qu'on a fait une fois en passant des jours à faire des analyses, de l'avoir en temps réel pour être capable de réajuster ces éléments-là, à la fois sur la stratégie et sur les sujets qui vont apporter de l'efficacité aux équipes commerciales. Je vais passer très vite sur la partie agiliser son développement produit et je renvoie au webinaire qu'on a fait il y a quelques semaines, la semaine dernière, je crois. Le sujet là-dessus, c'est vraiment de se dire, il y a eu beaucoup d'expertise autour de comment j'agilise mon développement. Nous, on pense que d'agiliser le développement, c'est un élément très, très fort, bien sûr, mais qu'il y a deux enjeux supplémentaires. Le fait d'être capable aussi d'agiliser via la structuration la phase amont, c'est-à-dire tout ce qui est avant, ce qui pourrait être un brief marketing qui est transmis au développement, et également d'être capable de créer un processus et un pilotage de bout en bout, du tout départ du besoin client jusqu'à la production sans couture, c'est-à-dire vraiment structurer l'amont et éviter qu'il y ait un passage de relais en mode guichet entre la phase amont où il y a le marketing, la créa, etc. et le développement, de manière à impliquer dans les jalons de la phase amont le développement technique et de garder bien sûr dans la phase aval le marketing, le design, de manière à avoir vraiment quelque chose de sans couture, en boucle très très courte et de manière très très agile. Sur la partie footprint, qui est, comme on l'a dit, un prérequis fort pour avoir des réflexions poussées sur la réduction de coûts. On a volontairement positionné dans ce webinaire le sujet comme étant un sujet de réduction de coûts. On sait bien que ce n'est pas l'unique raison de revoir son footprint. Donc, on voudrait insister particulièrement sur cette page-là en disant que ce qui est très important, ça sera la phase cadrage et que même si on a clairement une logique de par la baisse de charge, de potentiellement fermer des sites, travailler des synergies de manière très, très forte, faut penser aux objectifs de manière plus globale pour éviter d'orienter une stratégie industrielle et un footprint qui ne soit pas la bonne solution. Notamment, la notion de résilience va être très, très importante à prendre en compte, parce que ça serait dommage de ne pas se garder la marge qui va nous permettre d'être résilients dans le futur et de potentiellement redémarrer en fonction des scénarios qu'on a pu construire. L'autre élément, ça va être aussi de fonctionner en itération avec l'évolution de la stratégie commerciale qui peut avoir un impact direct sur les choix de footprint et après, de manière évidemment beaucoup plus directe, ce qui peut ressortir de l'initiative de réduction de coûts ou du footprint. Sur les coûts, je vais passer très très vite. Le message, c'est d'être sur mesure en fonction des natures de coûts et des métiers pour favoriser le maximum d'impact à la démarche et en faire une dynamique de changement et pas simplement un rabot sur les coûts. Sur l'organisation du travail, on a identifié 3 axes clés. Le premier, c'est tout simplement de passer la crise. Il va y avoir des besoins d'adapter la voilure. Donc, c'est comment on travaille en lien avec les IRP pour que ça se passe le mieux possible. Le deuxième, c'est finalement de se dire, il y a souvent le sujet d'organisation du travail, c'est souvent un levier très très fort d'efficience et d'agilité qu'on a du mal à lancer parce que des fois, il n'y a pas le sens de l'urgence. On sait que ça va demander des discussions qui peuvent être compliquées d'un point de vue social. Là, le sens de l'urgence, il existe, peu importe d'où il vient, soit parce qu'on réduit drastiquement la voilure, soit parce que on a besoin d'optimiser ses coûts. On doit profiter de ce sens de l'urgence pour prendre de l'avance et chercher de l'agilité au niveau de ces rythmes.
Et le dernier, c'est bien entendu préserver les compétences avec 2 axes. Travailler une GPEC beaucoup plus dynamique et en pilotage boucle courte. Et d'autre part, augmenter la polyvalence et de prendre un coup d'avance sur le digital en ayant des outils qui permettent d'être beaucoup plus fins et beaucoup plus proches du terrain sur la polyvalence qui est un prérequis parce qu'on a beau avoir agilisé les rythmes, si in fine on est bloqué par un manque de polyvalence, bah on n'en bénéficiera pas sur notre capacité à être beaucoup plus flexible sur l'allocation des ressources en fonction de la charge. Je vais passer la main à Fabrice pour le dernier objectif qui est vraiment de saisir les opportunités. Effectivement, dernière brique de ce parcours de reparamétrage, un des enjeux et qui est lié au retour d'expérience qu'on a pu avoir des crises précédentes sur les dernières décennies, c'est qu'il y aura des opportunités qui se présenteront naturellement ou que chacun pourra aller chercher. Et on en a identifié 2 grands types. Et le premier, c'est autour du capital industriel qui apparaît assez immédiatement. Autour des acquisitions, c'était une des questions que je voyais aussi sur des éléments de consolidation, sur des sujets de diversification. C'est des sujets qui existaient avant la crise, qui ont eu un coup d'arrêt pendant quelques semaines. Mais ce qu'on observe, c'est que ces sujets redémarrent ces dernières semaines, notamment la filière aéronautique qui avait comme objectif de se repositionner et de repénétrer le marché US, ou de pénétrer le marché US. Ces opérations sont de nouveau relancées, à minima des opérations de screening. Le deuxième sujet, et ça c'est une conviction forte qu'on a, c'est qu'au-delà du développement du capital industriel et de ses acquisitions, il y aura un vrai sujet sur le renforcement du capital humain. On voit que la demande, les grandes tendances sont en train de s'accélérer. On parle d'économie circulaire, on parle de data, on parle de développement de nouvelles offres. Et ça va nécessiter d'avoir de nouvelles ressources, de nouvelles compétences. Et aujourd'hui, on arrive à une bascule et les diverses opérations qui sont en cours dans certains secteurs où on va avoir des plans de licenciement malheureusement qui vont être terribles, mais qui vont aussi pour d'autres présenter des opportunités. Je vous donne 2 exemples à ce niveau-là. On sait depuis bien des années que la filière de la métallurgie avait été en crise et en tension pour trouver des candidats dans les opérations. Vraisemblablement, ce dogme va s'inverser. Un autre sujet sur tout ce qui est data science. On sait que depuis quelques années, la tension a été majeure pour trouver des postes, des candidats performants sur ces sujets. Il y a quelques jours, Uber vient de licencier 7000 personnes. On ne parle pas de chauffeurs, on parle de data scientists, d'analystes. C'est des personnes qui sont formées, compétentes, très opérationnelles et qui jusqu'alors étaient introuvables sur le marché. Demain, il va y avoir un marché beaucoup plus liquide pour aller trouver ces pépites. Donc, dans les 2 sujets, oui, il y aura des opportunités. Les veilles vont très certainement être utiles pour être en capacité de saisir toutes ces opportunités et créer et capitaliser dessus dans le projet d'entreprise de demain. On vient avec Frédéric effectivement balayer toute la partie sur le reparamétrage et je vais donner la main à Michael qui va vous présenter la 3e et dernière partie de ce rebond. Oui, je vais faire vite parce qu'on aimerait bien prendre encore quelques questions et le temps file un petit peu. Donc, la dernière partie, le réengagement. L'idée ici, là, c'est de profiter de l'énergie qui a été mise dans le système là, pendant la crise, de capitaliser sur les changements qui ont été faits très rapidement d'une part, de relancer quand même aussi, puisqu'on va trouver un nouveau point d'équilibre après ce reparamétrage, de relancer les équipes avec un sens. C'est important de retrouver du sens par rapport à tous ces changements qui ont été faits, souvent en équipe un peu restreinte, donc d'avoir la logique des cercles pour aller toucher tout le monde petit à petit et de le faire si possible avec une certaine forme d'horizontalité puisque pendant la crise, ça a été le cas et ça va être le cas encore pendant un petit moment. En fait, on a l'organisation qui est assez bousculée. Donc, les processus habituels
vont voler plutôt en éclats et ça favorise la prise de décision rapide. Et c'est aussi une opportunité, ça, pour revoir son organisation et du coup, un petit peu la façon dont on pilote l'entreprise en général. Donc, à la fois des boucles courtes qui ont été prises naturellement pendant la crise pour être capable de revoir sa stratégie très vite, de continuer à les avoir, de continuer à avoir la proximité avec les clients, les fournisseurs pour récolter le plus de données possible et puis réagir vite, être capable de pivoter très vite. Et puis enfin, de toujours intégrer cet aspect de résilience qu'on a vu qui était capital dans la période, mais qui va le rester, c'est-à-dire quand on prend des décisions sur tous les sujets qu'on a vus jusqu'à présent, de toujours intégrer ou de se poser en tout cas la question de où est-ce qu'on met le curseur sur le réinvestissement qu'on intègre pour ne pas hypothéquer l'avenir. Donc, je prends un exemple. Fabrice disait à l'instant, Uber vient de lâcher des data scientists. Ça va être un peu la même chose dans l'industrie dans les mois qui vont venir. Il y aura des décisions à prendre sur potentiellement de la capacité qu'on va abandonner, potentiellement aussi des compétences dont on va se séparer. Il faut toujours avoir cette question de qu'est-ce que je garde, qui est en fait potentiellement un filet protecteur et donc de ne pas faire une coupe franche comme on ferait, c'est-à-dire au juste besoin, mais de garder quand même cette capacité de rebondir derrière si on trouve des nouveaux marchés ou si on arrive à relancer l'activité pour que quand le rebond se fait, il se fasse de manière fluide, très rapide et que ça permette de garder des marchés. Alors, en conclusion, sur les facteurs clés de succès de l'ensemble du webinaire, le premier point, c'est d'avoir une approche systémique, donc d'intégrer les comportements et les états d'esprit des équipes, de le faire de manière solidaire et groupée. Le deuxième point, c'est d'avoir un pilotage qui soit… si tu veux te muter, Antoine, pour qu'on ait un peu d'écho. Merci. C'est un pilotage exemplaire, donc avec des boucles qui soient resserrées, notamment en impliquant, on voit que ceux qui réussissent bien la période, c'est ceux qui impliquent beaucoup leurs IRP aussi, et les équipes en général. Beaucoup communiquer, bien entendu, puisque toutes les décisions qui sont prises et qu'on a évoquées avant, elles sont souvent prises dans un premier temps en petits groupes, donc ne pas oublier que plus on impliquera large au départ et plus ça ira vite derrière pour mettre en œuvre. Ensuite, cet aspect de résilience dont j'ai parlé, donc dans chaque décision, de ne pas forcément faire une coupe franche, mais de garder un petit matelas de compétences et de capacités qui va permettre de rebondir derrière. De ne pas rater la fenêtre de tir. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est le moment maintenant de commencer à se poser toutes ces questions-là parce que plus le temps court et plus on risque derrière d'être dans une situation critique pour rebondir. Et puis enfin, de profiter du digital. Et d'ailleurs, ce sera l'objet de notre prochain webinaire la semaine prochaine pour vraiment accélérer ce grand mouvement qui était déjà en place depuis quelques années. Mais on voit que là, en quelques semaines, on a fait des progrès équivalents parfois à plusieurs mois ou plusieurs années de transformation digitale. Donc, de profiter de ça, de cette énergie-là pour continuer à accélérer et du coup, transformer complètement l'entreprise jusqu'au bout. On va repasser aux questions. Je te laisse la main, Antoine, pour terminer. Oui, il y a une question qui porte sur la digitalisation et sur le côté data-centrique des industries françaises. Alors, la question, pour être plus précis, c'est où se situent les industries françaises par rapport à cet avantage concurrentiel qu'est le côté data-centrique. Je vais pas m'engager à répondre sur un panorama global de l'industrie française. Par contre, ce qu'on peut peut-être discuter, c'est justement la variété des pratiques, le fait que ça dépend aussi probablement du secteur et de la proximité de l'industrie en question avec le client final. On a pu échanger avec des entreprises de nature industrielle, mais qui étaient très connectées à la distribution, Amazon et autres. Et on a pu voir de notre côté que ces industries-là étaient très matures sur le côté data-centrique, avec des managers qui sont formés à la manipulation de données, qui sont challengés sur ces données avant tout, et qui tirent l'organisation vers une exploitation systématique des données collectées sur le terrain. Des industries un peu plus éloignées du consommateur final vont être probablement moins matures parce que moins drivées par l'accélération des échanges avec le client final. Ouais, je rajouterais. On a une question qui porte sur la stratégie, Antoine, et notamment l'implication des pouvoirs publics. Je vais laisser Fabrice y répondre. Antoine, je veux juste rajouter un élément par rapport à la question d'avant. Globalement, quand même, on peut dire que ça bouge. Ça bougeait déjà très, très fort avant la crise. La crise a été un effet accélérateur. Mais le dernier élément que je voudrais rajouter là-dessus, c'est surtout l'opportunité, en fait. C'est-à-dire, peu importe le gap en termes de maturité, la bonne nouvelle,
c'est que finalement, ça se comble très, très vite. C'est-à-dire, on arrivait à créer un pilotage digital, data-centrique, qui arrive à collecter à la fois les données du terrain, les données de RP, pour se rapprocher du temps réel en boucle très, très courte. C'est quelque chose qui ne demande pas des transformations qui s'étalent sur plusieurs mois. C'est quelque chose où en 2 semaines, 3 semaines, on peut déjà avoir un impact très, très fort. Donc, voilà, le gap n'est pas gros aujourd'hui, il est facilement comblable. Oui, excusez-moi, j'avais un petit problème de micro. Il y a une question aussi qui a été posée sur la stratégie à avoir ou à ne pas avoir avec ses fournisseurs. C'est la question de Jean-François Bataillard. Je propose à Fabrice d'y répondre. Alors, c'est certain aujourd'hui qu'il y a des sujets dans ces filières, et notamment, je pense à l'aéronautique. Je pense que c'était le secteur qui était sous-jacent dans la question. Oui, il va y avoir des sujets de gain de part de marché et certains vont y aller. Après, on voit que la chute du marché va être globale. Les gains de part de marché vont être limités et nous, on a une conviction qui va plus être dans la diversification ou la consolidation. Les gains de part de marché vont être limités et a priori vont être freinés par les filières. Un des sujets qui peut modérer ça par contre, ça peut être des sujets de relocalisation ou de sourcing, des stratégies de sourcing par les donneurs d'ordre qui vont être revues, soit vers des acteurs plus robustes, soit vers du sourcing multiple. Dans la même veine, on a une question de Monsieur Rocher sur la manière dont on va insérer nos stratégies dans des dispositifs plus globaux au niveau institutionnel, on va dire. La question, c'est face à tous ces défis, quel rôle pour les pouvoirs publics, au niveau national ou territorial, y a-t-il des leviers à obtenir? Peut-être David Macheneau, je ne sais pas si… Bon. Si David prend pas le… Ouais, j'ai eu un problème de connexion, donc je n'ai pas entendu la question. Ça bug un peu là. Le rôle du pouvoir public autour de ces sujets de repositionnement. Oui, ben le rôle du pouvoir public, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que c'est les territoires en fait qui comprennent mieux leur tissu et qui auront envie de recréer un écosystème. Donc nous, ce qu'on voit en accompagnant les régions, par exemple Grand Est ou Nouvelle-Aquitaine, ou en travaillant sur le parcours en Occitanie, c'est que ça va passer par un des plans de relance qui vont adresser les filières, et puis l'envie, donc il y a la notion de filière, mais il y a aussi la notion d'écosystème géographique qu'on va vouloir recréer, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est quand même de pas perdre pied dans l'économie des territoires, l'économie réelle qui est portée notamment par l'industrie, parce qu'aujourd'hui, faut pas se leurrer, il y a quand même un enjeu de fracture sociale avec cette crise. Donc les pouvoirs publics réfléchissent à comment préserver ces écosystèmes qui sont très très loin montés. On savait que l'industrie était en fait en déclin, et puis que les 3 dernières années, avec cette remobilisation des pouvoirs publics au service de l'industrie, avait contribué à inverser la tendance. On commençait à avoir plus d'usines qui se créaient que d'usines qui se fermaient depuis 2-3 ans. L'emploi industriel qui a arrêté de chuter. Et c'est vrai que la crise arrive au mauvais moment par rapport à ces signaux encourageants. La bonne nouvelle quand même, c'est que les intentions sont les mêmes, c'est-à-dire que les pouvoirs publics aujourd'hui veulent et vont faire l'effort sur la préservation des écosystèmes. Donc en fait, on a quand même les pouvoirs publics, 2, les donneurs d'ordre qui, eux, sont privés et vont avoir leur mot à dire par rapport à leurs propres difficultés financières. Donc ça, c'était le point de Fabrice. Et puis après, la capacité des entrepreneurs eux-mêmes à être agiles. Donc c'est ces 3 composantes qui font qu'on va voir dans les prochains mois, avec des plans de relance qui vont tomber en juillet par filière, et puis des réflexions sur comment j'aide par exemple la filière aéronautique à se réorienter. On va voir comment la puissance publique et les régions vont se mettre en ordre de bataille pour préserver et voir se remettre sur un redémarrage industriel. Mais c'est ce qu'il faut souhaiter, parce qu'aujourd'hui l'industrie reste et on l'a enfin compris, reste un facteur
de bonne dynamique sociale et d'emploi dans les territoires. La société non industrielle ou post-industrielle, c'était une erreur en fait il y a quelques années. On ne sera pas un pays de service sans l'industrie. Voilà, l'industrie avant tout. Je propose que Mickaël conclue. Oui, du coup, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation. On a été à peu près 90 tout au long de ce webinaire, de très bons échanges et notamment grâce aux questions que vous avez posées qui ont permis d'enrichir très largement la discussion. Merci à tous ceux qui ont contribué à préparer ce webinaire. Vous les voyez ici sous vos yeux, hein, donc Benoît, Fabrice et puis donc tous les associés de PO. Merci à toute l'équipe OPO aussi qui est toujours en support de tout le contenu qu'on propose dans ces webinaires. On sera très heureux du coup de vous retrouver dans les prochaines sessions. Donc, comme je le disais, la semaine prochaine, on a un webinaire sur ce que Frédéric vient de commencer à aborder, c'est-à-dire comment procéder à un véritable digital booster. Hein, donc, profiter de ce qui s'est passé ces dernières semaines pour accélérer très fortement sur la transformation digitale et comment profiter au niveau du business et des opérations. Et puis ensuite, on aura une nouvelle webconférence le 10 juin et d'autres webinaires au mois de juin, dont un webinaire sur le green. Une des personnes a réagi là-dessus et merci. Donc, comment dans la nouvelle période, on va aussi créer des modèles qui vont aller vers plus de green manufacturing. Et puis, probablement un webinaire sur la planification agile et un autre sur les RH. Voilà. Merci encore à tous et puis donc à très bientôt.